Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage qui est très important parce que finalement c'est un fil rouge depuis pratiquement les débuts de la chaîne. On va parler du Cybertruck et de sa venue hypothétique en Europe. Tesla a décidé de faire un tour d'Europe, d'ailleurs il en a fait de même en Asie. J'ai eu l'occasion grâce au Tesla Owner Club France et à Tesla d'aller voir le véhicule jeudi dernier. Et franchement, ça a été très instructif. Instructif pour le véhicule, mais aussi instructif en ce qui concerne la commercialisation en Europe. Et on va voir ça maintenant. Pour commencer, je dois dire que je suis allé voir le véhicule d'une manière relativement dépassionnée. Pourquoi dépassionnée? Bien parce que vous le savez, j'ai annulé ma précommande de Cybertruck. Du coup, j'ai pu y aller d'une manière plus objective que si j'avais voulu continuer à persister dans l'achat de ce véhicule-là. Aujourd'hui, même s'il est proposé en Europe, je ne l'achèterai pas. En tout cas pas à titre personnel. J'ai d'autres projets qui peuvent nécessiter ce type de véhicule, mais ce sera un véhicule professionnel, véhicule d'entreprise, véhicule utilitaire. Bien, première chose, on va parler du ressenti. Lorsque j'ai découvert le véhicule, tout d'abord bâché, puis ensuite découvert, il est absolument clair que je n'ai pas été surpris. Je m'attendais totalement à ce véhicule-là. Avec toutes les photos, les vidéos qu'on avait déjà vues, le fait de le voir en vrai n'a rien changé par rapport, on va dire, au ressenti que j'en avais, si ce n'est que certaines imperfections de fabrication sont plus visibles en vrai qu'en vidéo. Donc, entre autres, les états de surface, par exemple sur le capot avec le projecteur qui était dessus, ça se voyait. On voyait bien que le capot était pas forcément super propre. Ça doit pas être très facile d'entretenir ce véhicule-là si on souhaite le garder en inox brut. Toutefois, l'inox brut est la seule couleur de sortie d'usine. Mais vous avez le choix de toutes les couleurs lorsque vous passez à du wrap. Donc vous pouvez le wrapper soit en vinyle, soit en PPF. Et franchement, les possibilités sont énormes. Surtout quand vous prenez quelqu'un comme Carve Wrap Design, qui m'a fait ma voiture, et qui est un partenaire de la chaîne. Si vous passez par exemple par Carve Wrap Design, qui peut vous faire tout, de l'uni jusqu'à l'imprimé, au floqué, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Il peut tout faire. Et très sincèrement, ça vous offre des panels de personnalisation qui sont illimités. D'ailleurs, au passage, je vous informe que vous avez toujours 5% chez Carve Wrap Design pour toutes vos opérations si vous dites que vous venez de la part du Choucroute Garage. Donc, les liens sont en description. C'est pas sponsorisé, mais on a un petit peu rigolé jeudi soir avec Pascal. Il disait « Ah ouais, mais tu te rends compte, on peut avoir toutes les couleurs. » Bah oui, on peut avoir toutes les couleurs grâce à un wrap qui va coûter 3 ou 4 000 euros, certes, mais qui vous permettra d'avoir un véhicule qui sera hyper durable et que vous allez pouvoir finalement changer de couleur de manière relativement régulière. Ce que moi, je compte faire avec ma S sur les 15 prochaines années. Donc, au final, je pense que la couleur brute ne va pas être conservée dans la majorité des cas, et je le comprends parce que ça demanderait beaucoup d'entretien. Et au final, la finition est pas aussi belle. Alors, quelqu'un qui va bosser avec et qui s'en fout du fini, il va le laisser comme ça. Voilà, ça c'est pour la partie fini extérieure. À l'intérieur, la finition est excellente à pratiquement tous les niveaux. Les seuls petits défauts que j'ai pu voir, c'est sur les panneaux de porte blancs, et la couleur blanche en fait accentue cette petite vague, ce petit défaut. Mais ma foi, c'est pas vraiment flagrant. Et surtout, ça me rappelle les premières S. Les toutes premières S. Mais ma foi, aujourd'hui, le Cybertruck est en phase de lancement de production, donc c'est normal qu'il y ait quelques petites choses. Sachant que là, on est sur du blanc, donc c'est beaucoup plus visible que sur du noir, par exemple. En revanche, il y a des choses qui sont surprenantes, et qui sont surprenantes dans le bon sens. Le coulissement du rideau arrière est hyper fluide et très peu bruyant. J'avais l'impression dans les vidéos que c'était beaucoup plus bruyant, mais en fait, je pense que c'est lié à une aberration des micros. Les claquements sont bien plus audibles sur une bande audio que par l'oreille. Du coup, j'ai été vraiment agréablement surpris par cette qualité-là. Pareil pour la qualité des plastiques intérieurs, etc. J'ai été agréablement surpris parce que on a ce plastique graphité dans la benne
qui semble très résistant. Je ne sais pas ce que ça donnera en termes de rayures, mais tout est simple. Il n'y a pas de chichi et franchement, moi j'aime bien. Les deux LED qui éclairent la benne sont agréables parce que même là, on n'avait pas beaucoup d'éclairage, donc ce qui fait que j'ai même des photos qui sont vraiment bruitées. Mais je trouve que ça donne du style. Là, très sincèrement, dans la benne, il y avait suffisamment d'éclairage. Et finalement, c'est ce qu'on veut, parce que si on travaille dans la benne, si on range un truc, si on cherche quelque chose dans une boîte, eh bien, ma foi, on le trouvera facilement parce que l'éclairage est bon. Voilà. Ensuite, lorsqu'on monte à l'intérieur, ce qui est agréable, c'est que tout est coordonné. C'est-à-dire que vous avez des lignes droites, vous avez des triangles, vous avez le même rendu intérieur qu'extérieur, et donc vous êtes dans un véhicule qui est ultra simple, ultra lisse, et moi j'aime ça. Après, l'impression d'espace n'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait penser d'un prime abord. Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas plus d'espace que dans un Model X. Et là, monter dans le Cybertruck m'a donné l'impression qu'il n'y avait pas tant d'espace que ça. Mais je précise une chose, on était en intérieur. Donc, le fait d'avoir le véhicule, par exemple, en extérieur avec un beau ciel bleu, je pense que l'effet ne sera pas le même. En tout cas, les finitions sont très bonnes. Le véhicule me fait plus penser à un véhicule particulier qu'à un véhicule utilitaire. Et ça me fait venir à une question qui me taraude depuis un bon bout de temps. Je me dis que le Cybertruck au départ était défini comme étant un pick-up. Mais pas un pick-up de loisir comme le Rivian, pas un pick-up de luxe. Ça devait être un concurrent du F-150. Et je parle au passé. Parce que je pense que Tesla a changé son fusil d'épaule. Et je vous explique pourquoi. J'ai des amis qui sont agriculteurs, d'autres amis qui travaillent dans les travaux publics, ou qui font des travaux lourds, qui font des gros chantiers. Donc ils ont parfois des pick-up. Et la plupart ont des pick-up type Hilux, F-150, voire des Ford Ranger. Moi-même, j'avais un Nissan Navara ou un Chevrolet Silverado. Tous ces véhicules-là sont des véhicules qui sont robustes. Alors, ils sont pas les plus efficients du monde, ils sont pas les plus fun à conduire, ils sont pas les meilleurs, mais ils ont une qualité qu'attendent tous ces clients-là, à savoir la possibilité de réparer le véhicule sur le terrain. Imaginez une rupture de bras de direction, eh bien, dans la plupart des cas, un agriculteur, il va aller chercher une barre en ferraille, il va la souder, et puis le véhicule va repartir le temps de commander la pièce et de la recevoir. Dans le cas d'un agriculteur qui doit rentrer ses foins avant qu'il pleuve, ou dans le cas de gens qui font des travaux publics ou qui ont des temps de travail qui sont très limités parce qu'il y a une fermeture de route qui est déterminée de telle date à telle date, eh bien ma foi, ces gens-là, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un véhicule immobilisé par une casse. Or, le Cybertruck ne peut pas être réparé comme ça. La direction électrique, l'architecture 48 volts, toute la technologie qui est dedans fait que ce véhicule-là ne sera pas adapté à quelqu'un qui va avoir besoin, à plus ou moins long terme, d'effectuer une réparation de fortune pour continuer à faire rouler le véhicule le temps d'une réparation. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, et c'est ce qui fait probablement qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui achètent des pick-up thermiques, alors qu'un électrique leur suffirait, et c'est bien sûr aussi le cœur de cible de la clientèle du F-150 Lightning ou du futur Chevrolet Silverado qui arrive progressivement sur le marché. Donc quelque part, je pense que le Cybertruck a changé de destination clientèle, et aujourd'hui, ce n'est plus un pick-up fait pour travailler, à mon sens, mais plutôt un pick-up de loisir qui se rapproche plus de ce que fait Rivian. Voilà, ça c'est mon opinion. Maintenant, parlons de l'homologation Europe. Premièrement, on va parler de dimension. Le Cybertruck fait 5,70 m par 2,21 m de large et 1,90 m de haut. C'est trop gros, disent les gens, c'est trop large. Alors je suis allé voir un véhicule qui est homologué en France et qui est homologué en fait dans toute l'Europe, puisqu'il suffit qu'un pays homologue le véhicule pour que le véhicule soit homologué partout, sauf la France. Eh oui, parce que la France, c'est encore une fois un pays très particulier. En France, il faut que l'UTAC donne son accord. Donc, le seul moyen d'homologuer une voiture ou un camion sans passer par l'UTAC, c'est de l'homologuer par le TÜV allemand. À partir du moment où le TÜV allemand
homologue, il va attribuer un numéro CNIT. Ce numéro CNIT va faire qu'il est homologué partout en Europe, et même en France. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, Tesla est en train de travailler à l'homologation en Allemagne pour avoir le fameux numéro CNIT. Maintenant, prenons les dimensions et les poids. Le Cybertruck pèse entre 3 tonnes et 3 tonnes 2. Ok, ça fait lourd, mais on est en dessous des 3 tonnes 5. De plus, il s'agit d'un utilitaire, donc il y a une dérogation possible de monter jusqu'à 4 tonnes 5 en termes de poids total roulant autorisé. Bon, ça, au niveau du poids, finalement, on est dans les clous. Même des tarés, bon bah voilà, il n'aura pas une grosse charge utile, mais on pourra l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Donc pas besoin de permis poids lourd. Deuxième chose, les dimensions sont inférieures aux dimensions du RAM. Le RAM FTX mesure 5,98 m de long, a une largeur de 2,25 m et une hauteur de 2,08 m. On est dans une situation où le RAM qui est homologué est plus gros que le Cybertruck. Autrement dit, la taille du Cybertruck ne représentera pas un problème. Deuxième chose, techniquement parlant, aucune donnée technique, moteur, direction, freinage, système électrique, même les vitres blindées, zéro problème. Il n'y a aucune restriction par rapport à tout cela dans la législation européenne. Il n'y aura juste que la nécessité de mettre le logo E ou CE. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de problème non plus. Reste un point que beaucoup mettent en avant, à savoir le problème des arêtes tranchantes. Premièrement, les arêtes tranchantes, il n'y en a pas. Qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, vous prenez un évier en inox, quand vous passez la main en dessous au niveau de la coupe, c'est 10 fois plus coupant qu'un Cybertruck. Pourquoi? Parce que c'est plus fin. Là, vous avez une épaisseur qui est supérieure au millimètre et très sincèrement, la découpe est super bien faite au point que vous pouvez passer le doigt, vous n'allez pas vous couper. Hein. Ceux qui font ça, c'est les mecs qui vont aller forcer dessus. Alors, pour les piétons, que vous preniez un Cybertruck à 20 km/h ou une Tesla Model S, voire, je sais pas moi, un bus dans la tronche à 20 km/h, c'est pareil. On va avoir la même chose. Le RAM aujourd'hui est par exemple plus dangereux qu'un Cybertruck et il est homologué. Pourquoi il est plus dangereux? Eh bien parce qu'avec le Cybertruck, on va vous faucher les jambes et vous allez basculer sur le pare-brise, ce qui fait que le choc sera moins violent. Avec le RAM, vous allez prendre la calandre en pleine tête et vous allez finir dessous. Voilà. Donc ça, déjà, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Après, il y a tous les angles vifs, etc. Et on le constate, en fait, il y a des jours entre les différentes parties qui sont pas du tout comme ceux qu'on va trouver sur un véhicule particulier ou sur une voiture allemande. Il y a quand même, allez, on va dire 2 bons millimètres d'écart entre les panneaux. Même sur les côtés, par exemple, du capot. Même s'il n'y a aucune obligation de le faire, Tesla pourrait très bien mettre un jonc en plastique ou en caoutchouc là-dessus, qui serait simplement collé ou agrafé dessus, qui fait que on n'aurait plus ces arêtes vives sur le véhicule. Donc à très peu de frais, le Cybertruck pourrait être homologué. Donc vraiment, il n'y a aucun souci d'homologation par rapport à ça. Et c'est ça qui me fait venir à l'Odyssée, donc au tour de présentation en Europe ou en Asie du véhicule. Et je vous explique. Je pense que toute cette opération marketing n'est en fait qu'une étude de marché. Pour Tesla, le but c'est de savoir quel est l'intérêt du véhicule dans ces marchés-là, parce qu'il va y avoir forcément des coûts inhérents à l'homologation du véhicule, aussi bien en Asie qu'en Europe. En Australie, aux États-Unis ou au Canada, on sait très bien qu'il sera vendu à des milliers d'exemplaires, des centaines de milliers d'exemplaires, voire des millions d'exemplaires, sans aucun problème. En Europe ou en Asie, eh bien, c'est pas forcément évident. Et dépenser de l'argent, et pas mal d'argent, dans le but de faire une version spécifique à l'Europe ou à l'Asie, afin qu'il soit homologué sans aucune discussion. Au-delà de l'homologation, Tesla a besoin de réaliser quelque chose qui soit safe d'un point de vue apparent,
pour que les experts d'Internet arrêtent de bâcher le véhicule et de dire « Ouais, il est dangereux, machin, n'achetez pas ça, etc. » Comme les connards qui mettent leurs doigts entre le capot et l'aile du Cybertruck. Je vous invite d'ailleurs à faire la même chose avec votre voiture sur le haillon, entre le haillon et la carrosserie, par exemple, ou entre la vitre et le cadre de la fenêtre. C'est crétin, qu'on soit bien d'accord. N'importe quelle voiture, Cybertruck ou non, vous allez vous faire mal, point. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, Tesla est en train d'évaluer l'intérêt et le nombre de véhicules qu'ils pourront vendre en utilisant un véhicule qui soit le moins modifié possible pour qu'il ne coûte pas beaucoup plus cher que le Cybertruck aux États-Unis. Je vais venir maintenant sur une dernière chose, le prix, le tarif. Aujourd'hui, moi, je suis extrêmement déçu du tarif du Cybertruck parce que un véhicule qui est au-delà des 100 000 $, pour moi, c'est une aberration. Donc, c'est un véhicule de travail, il est ultra cher. Je sais qu'il y a des gens qui rachètent des RAM FTX à 175 000 ou 150 000 euros. Il y en a. Ok, c'est bon, on le sait. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est un véhicule qui soit plus simple. Et donc, ma foi, Tesla, faites un Cybertruck de travail, un vrai. C'est-à-dire un 2 roues motrices, un véhicule plus simple. On pourrait imaginer ce modèle propulsion avec, par exemple, seulement 2 roues directrices. On pourrait imaginer que ce véhicule aurait une batterie, non pas de 123 kWh, mais de, 90, avec une autonomie de 350 km réels. En gros, ce que moi j'ai dans ma modèle S75D. Là, le véhicule deviendra intéressant parce que, en termes de prix, en termes de prestations, il sera extrêmement bien placé par rapport à tous les autres pick-up. Limite, quand les volumes seront là, un véhicule à 50-55 000 $ serait l'idéal. On va dire entre 5 et 10 000 euros plus cher qu'un modèle Y, avec les 5 places et le grand coffre, la benne, etc., il va se vendre comme des petits pains. En plus, il va être plus léger. Donc si on gagne ne serait-ce que 150 kg encore par rapport au Cybertruck actuel, donc on est sur du 3 tonnes, on va descendre à 2 tonnes 750, 2 tonnes 800, ce qui serait l'idéal, puisque avec 2 tonnes 800, vous avez 700 kg de charge utile, ce qui suffit largement à un particulier. Donc là, si vous avez ce type de véhicule et que vous le vendez à 60 000 $, croyez-moi, vous allez avoir des clients. Et ça, même avec la taille du véhicule, même avec son look particulier, vous aurez des tonnes et des tonnes et des tonnes de clients. Je pense que c'est possible même avec la technologie très avancée actuelle du Cybertruck, qui pour l'instant coûte cher, mais qui pourrait permettre de faire des économies plus tard. On va toucher une clientèle qui n'a pas besoin de réparer un véhicule avec la et le couteau sur le terrain. On va se retrouver avec une clientèle classique qui, lorsqu'il y a un problème, va demander une réparation, ma foi, au garage. Personnellement, c'est l'espoir que j'ai de voir Tesla aller dans ce sens-là. Si Tesla va dans ce sens-là, il y a de fortes chances quand même que je me réintéresse à ce véhicule. Alors, on a ouvert pas mal de questions, on en a fermé d'autres. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, Tesla est en questionnement, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? À la fin du tour d'Europe du Cybertruck, on en saura plus et je pense que on aura des annonces d'Elon Musk sitôt que les tours de présentation mondiaux seront finis. Et je pense qu'on va avoir bientôt la réponse à ce qu'on attend. Est-ce que le Cybertruck sera vendu en Europe? Moi, personnellement, je l'espère et j'espère que d'ici 2-3 ans, on aura ce fameux Cybertruck de travail plus simple, moins cher, plus léger, qui va permettre une utilisation réelle du véhicule en Europe. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Bon, allez, le petit spoiler traditionnel. J'espère réussir pour dimanche à vous faire un épisode sur Honda et sur la nouvelle gamme Zero, parce que j'ai pas mal d'informations, j'ai pas mal de renseignements et surtout j'ai pas mal de réflexions par rapport à cette marque qui m'intéresse de plus en plus, parce que je trouve que Honda est moins borné
que des gens comme Toyota ou comme Mazda. Donc on parlera de Honda normalement dimanche avec, ma foi, une certaine analyse. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites par le constructeur lors de la présentation de son projet zéro. Et vous verrez que c'est bigrement intéressant. Allez, prenez soin de vous. Salut!